Le guide de l'auto, une présentation d'autogo.ca en collaboration avec Antirouille Métropolitain. Cette semaine à l'émission, l'impression 3D avec Mathieu Roy, l'essai de la nouvelle et très populaire Honda Civic, mais tout d'abord, retour sur les 1 an de Polestar au Canada. On se trouve aujourd'hui du côté de chez Polestar Laval, non pas pour mettre à l'essai la Polestar 2, mais pour souligner l'arrivée depuis 1 an de cette nouvelle marque sur le marché canadien. Et on en parle aujourd'hui avec son président, Hugues Bissonnette. Hugues, ça fait maintenant 1 an que vous êtes installé officiellement au Québec. Les voitures Polestar roulent, mais il y a des stratégies qui ont changé un peu. Alors explique-nous, quel était le plan initial et comment ça se fait qu'aujourd'hui, on se retrouve ici dans un container aménagé, là? Initialement, la concession était planifiée au centre-ville de Montréal. Entre-temps, elle a changé de propriétaire. Donc, on a installé ici des conteneurs dans l'espace de Volvo Laval. Ça a été initialement bâti en Suède. Puis on a vraiment aimé le concept, donc on a décidé, pour faire le pont entre la construction, on s'est dit on va amener le conteneur ici au Québec. Puis c'est une première en Amérique du Nord, c'est le premier qui est installé. Comment est-ce que Polestar réussit à se différencier de Volvo? C'est le produit, c'est le modèle d'affaires, c'est le positionnement du produit aussi. Plus ça va aller, plus on va lancer des nouveaux produits dans les années à venir, plus il va y avoir une différenciation au niveau du design, au niveau du positionnement de prix aussi entre les deux marques. On sait qu'il y a un VUS qui s'en vient. Comment est-ce que vous allez positionner ce véhicule-là par rapport à la 2? C'est un véhicule sport utilitaire pleine grandeur, 5 passagers, donc définitivement différent de la Polestar 2, avec des motorisations qui vont être différentes, qui vont être uniques à la Polestar 3. C'est un véhicule qu'on va lancer cet automne. Et là, vous venez de lancer tout récemment une version propulsée de la Polestar 2, une version single motor qui permet à la voiture d'être éligible aux crédits gouvernementaux. C'est un beau problème, ça. Oui, effectivement, ça fait une différence au niveau de la demande au Québec. On sait qu'il y a un intérêt pour les véhicules électriques de la part des Québécois qui est très grandissant, mais ça profite aussi à notre marque. Qui achète une Polestar? Bien, d'abord, pour le moment, nos acheteurs sont très informés. C'est des gens qui recherchent la performance, qui recherchent le confort, l'innovation au niveau des technologies. On peut parler d'éco-responsabilité, qui est une valeur de la marque qui est grande, où les gens s'associent beaucoup à ça. On avait, évidemment, lorsqu'on a mis la main sur la première Polestar 2, on avait été séduit par ce produit-là. On l'a même nommé voiture de l'année au guide de l'auto. Qu'est-ce que ça a comme impact pour un constructeur automobile, toi qui es président de Polestar Canada? C'est un bel honneur. Étant une nouvelle marque, on est dans un temps stratégique pour la marque. Il y a beaucoup de gens qui ont jamais, ou c'est la première fois qu'ils entendent parler de Polestar quand ils nous voient dans les médias. Donc, un prix comme ça, une énorme différence au niveau de la connaissance de la marque, la reconnaissance au Canada. Dans la prochaine année, il y aura 5 nouveaux constructeurs automobiles qui vont débarquer au Canada avec une gamme 100% électrique. Est-ce que ça vous effraie de voir tout ce monde-là arriver en même temps sur le marché? Non, je pense que c'est sain d'avoir du choix. C'est sain d'avoir une bonne compétition, d'avoir du choix dans le marché. On est confiant qu'on a un bon produit de qualité. Donc, oui, on souhaite la bienvenue à ces fabricants-là. Saviez-vous que vous allez perdre 20 à 40 d'autonomie en hiver? Votre véhicule est branché? C'est le temps d'utiliser l'application de votre cellulaire pour démarrer le chauffage à distance. Votre autonomie sera augmentée. Chaque manufacturier a une application pour contrôler le tout à distance. En passant, les voitures électriques aiment bien les garages chauffés. Sans surprise, on parle techno avec Mathieu Roy aujourd'hui. Puis Mathieu, tu veux nous parler d'impression 3D. Oui, effectivement, Antoine. Et l'impression 3D, peut-être un petit rappel pour tout le monde. On prend un filament de plastique ou une autre espèce de composite. On le fait traverser une buse chauffante. On fait fondre le plastique et on le fait se refroidir comme ça en mettant couche par-dessus couche la forme que l'on veut obtenir. Ça permet d'avoir des formes parfois très simples, mais d'autres fois vraiment complexes et c'est rendu extrêmement précis. La nouveauté, c'est que Ford a rendu disponible sur son site Web des plans pour pouvoir intégrer des modules imprimés en 3D dans leur Ford Maverick.
Je ne suis pas un professionnel de l'impression 3D, mais j'en connais quelques-uns, dont 3D Printed Fish sur TikTok. Vincent Reed, de son prénom, lui a demandé d'imprimer exactement le porte-gobelet double pour le Ford Maverick. Et tu vas constater que c'est quelque chose qui, finalement, est assez solide. Bien, on a déjà vu de la qualité beaucoup moindre dans des voitures de série. C'est un porte-gobelet qui est solide, là, et qui s'ancre carrément dans un socle qui est créé pour ça dans le Ford Maverick. C'est ce que Ford a fait, c'est qu'ils ont donné les mesures et le plan pour qu'on puisse, nous, intégrer nos accessoires. J'ai demandé justement à Vincent, qui s'y connaît beaucoup plus que moi en impression 3D, comment il a trouvé les plans et le résultat final de son impression. Un des plus gros problèmes qui vient quand on veut faire des accessoires pour notre véhicule, c'est de créer nos propres modèles avec nos propres mesures pour que tout puisse bien s'emboîter parfaitement. Généralement, il faut qu'on aille dans notre véhicule, il faut qu'on prenne des mesures, qu'on fasse des dessins. Puis en plus de ça, si on veut des accessoires qui sont bien ajustés à notre véhicule, ça va souvent prendre plusieurs prototypes. Ce que Ford y ont fait, dans le fond, ils nous donnent toutes les mesures pour qu'on puisse faire nos propres modèles pour faire nos accessoires. Donc ça rend la tâche beaucoup plus facile. Ce que j'ai imprimé pour l'émission d'aujourd'hui, c'est un support à breuvage. C'est un des modèles les plus populaires parce qu'il est super beau puis il est très pratique. Mais il y a vraiment des modèles pour tout. Donc vraiment, c'est super révolutionnaire ce que Ford y ont fait avec ça. Puis sincèrement, je suis vraiment content de voir ça. C'est intéressant parce que le porte-gobelet, ce n'est que l'exemple. Techniquement, des porte-gobelets, t'en as dans les véhicules. Mais oublie le porte-gobelet. Ça pourrait être un support à téléphone. J'ai vu des gens qui ont fait des modèles de support pour des Nintendo Switch. Non, mais c'est vrai. Pour vrai, là, c'est un peu pour ça que Ford a rendu ça disponible. C'est pour que les gens puissent s'amuser et être capables d'aller chercher des solutions à leurs besoins très précis. Ça peut être un support pour un sac de poubelle, ça peut être un séparateur entre les sièges, dans le coffre. En tout cas, je trouve que l'idée de la part de Ford est intéressante. On commence quelque chose. Ouais. Est-ce que ça se transformera en concours de la personne qui aurait eu la plus grande imagination pour fabriquer un accessoire? J'ai hâte de voir. Comment il s'appelle, ce gars-là? 3D Printed Fish sur TikTok. Moi, honnêtement, je me suis régalé à voir ces différents trucs qu'il imprime. Puis quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à lui. On va lui demander de fabriquer un Maverick en impression 3D parce que chez les concessionnaires, il en manque en ce moment. À tout le moins, une carrosserie, un aileron. Un aileron sur un Maverick? Ben, pourquoi pas, tu sais? Alors Antoine, on a aujourd'hui la Honda Civic, le modèle de 11e génération, la voiture la plus vendue au Canada. Et ici en deux variantes, soit la 5 portes et le modèle à vocation sportive SI. Et la grande beauté des deux voitures qu'on a avec nous aujourd'hui, Gabriel, c'est qu'elles sont toutes les deux dotées d'une boîte manuelle. La Civic de 11e génération. Dans le cas du modèle Touring, côté style, côté design, une grosse amélioration, mais il faut dire qu'on partait de loin, là. Oui, la voiture, je dirais pas qu'elle est belle, mais certainement beaucoup moins laide que dans le passé. Puis tu vas me dire que c'est subjectif. Ouais. Mais la dernière génération de la Civic qu'on a étirée très longtemps, j'ai jamais été capable. Là, on a adouci les lignes. Encore une fois, je peux pas dire que je la trouve belle, mais dans le cas de l'hatchback, aux 3/4 arrière, c'est quand même sympathique. Pour ici, bien, évidemment, on a 3 déclinaisons qui sont possibles, 2 choix de moteur aussi, dont effectivement le 1.5 litres turbo aussi. Voilà. Exactement. Donc, Sport et Sport Touring avec le moteur 1.5 turbo, 180 chevaux, qu'on jumelle au choix à la manuelle ou à la boîte CVT. Et sinon, bien, le modèle de base, qui est le LX, lui, obtient un moteur 2 litres qu'on connaît depuis longtemps, qui est un moteur éprouvé, 158 chevaux. Mais on sait aussi que Honda, la turbocompression, c'est pas nécessairement quelque chose qu'ils maîtrisent très bien. Ils sont très bons pour les moteurs atmosphériques, mais les moteurs turbo, on sait qu'ils ont eu des problèmes avec notamment le CRV, là, quand ils sont sortis le 1.5 litres turbo. Là, il y a une amélioration peut-être côté fiabilité de ce côté-là? Bien, les deux problèmes qu'on a connus le plus issus de ce moteur-là, c'est le fait qu'il ne montait pas assez en température. Donc, côté chauffage de l'habitacle, surtout dans le cas du CRV, c'est un problème parce que c'est un véhicule plus grand. Et il y avait un mélange d'huile dans l'essence qu'on dit avoir réglé, mais c'est le temps qui va nous le prouver. On ne le sait pas encore.
Bon, évidemment, ici, on se retrouve au volant du modèle hatchback. Ouais. Et on est vraiment séduit par la polyvalence de l'habitacle. Oui. Et premièrement, moi, ce que je veux dire, c'est le confort aux places avant. L'ancienne génération de la Civic, le pare-brise était incliné de façon différente. Les piliers étaient plus épais. Là, on a l'impression d'une voiture beaucoup plus spacieuse, plus lumineuse, plus confortable. J'adore les sièges, j'adore la position de conduite. L'ergonomie a été améliorée. La planche de bord, je trouve que c'est parfait comme design, c'est efficace, tout fonctionne. Mais ce qui me séduit encore plus avec cette version-là, c'est le fait que ce soit une hatchback, une voiture plus spacieuse, plus polyvalente, plus pratique qu'une berline, évidemment. Alors ici, évidemment, on a un modèle qui est très haut de gamme et son prix, 37 745 $. On n'a vraiment plus les Honda Civic qu'on avait il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Gabriel, en 2020, la Civic la moins chère est un modèle DX vendu à un peu plus de 18 000 $. Aujourd'hui, la Civic la moins chère coûte un peu plus de 27 000 $, alors que son équivalent coûtait un peu plus de 21 000 $ il y a à peine 2 ans. Alors, on a vraiment grimpé les prix chez Honda. Et dans le cas de la version hatchback, ça part à un peu plus de 30 000 $. Comme tu le disais, 37 000 $ et des poussières pour cette version-ci. C'est beaucoup de sous. Alors Antoine, j'ai été passager avec toi à bord de la Touring. Je voulais vraiment découvrir la SI. Ouais. C'est un monde de différence. Ce moteur est absolument exceptionnel. On parle d'une puissance chiffrée à 200 chevaux, mais il semble tellement plus puissant que ça, ce moteur. Mais pourtant, c'est le même. Ouais, c'est en ça. fait, c'est le même moteur 1.5 litres qu'on a paramétré différemment. On annonce 200 chevaux, effectivement, mais il y a beaucoup de spécialistes qui ont fait des études et des tests pour annoncer des puissances de 220-225 chevaux réels. Alors, je ne sais pas pourquoi Honda mentionne que 200 chevaux de puissance ici, parce que il y a beaucoup plus que 20 chevaux d'écart entre le moteur de la version hatchback qu'on vient d'essayer et cette version SI qui est immensément plus amusante à conduire. Là. Cette voiture-là, je trouve que non seulement la puissance annoncée est modeste, mais elle est capable de te procurer un niveau de plaisir de conduire insoupçonné et nettement supérieur à celui de la précédente Civic SI, qui, elle, était décevante. Oui, tout à fait, parce que ce qu'on remarque aussi, c'est principalement du côté de la suspension des liaisons au sol à l'arrière. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais c'est le modèle précédent de la SI, ça cognait beaucoup, souvent, du train arrière. Ça cognait et ça flottait. Ouais, c'est ça. Et même, les gens allaient au concessionnaire pour faire remplacer les amortisseurs. On les changeait sous garantie, mais ça changeait pas grand-chose. Il y avait un problème d'équilibre avec l'ancienne Civic qui nous semblait plus lourde aussi. Là, on est cloué au sol. Là. Il y a un degré de précision dans le châssis, la direction aussi, la boîte de vitesse. Le levier de vitesse, c'est absolument fantastique. Ouais. Course très, très courte. Tu sens bien le passage des rapports. Les boîtes manuelles, c'est un art qui se perd, mais c'est vraiment très satisfaisant de voir que dans cette voiture-ci, c'est une très belle exécution là, pour ce qui est de la boîte manuelle. Et c'est intéressant aussi de constater que Honda, pour la version SI, ne propose qu'une boîte manuelle. On aurait peut-être pu offrir en option la boîte double embrayage qu'on avait sur l'ancienne Acura ILX, par exemple, ce qui aurait permis d'aller chercher une plus grande clientèle. Parce que si tu regardes la GTI, on vend 70 % de boîtes DSG contre 30 % de boîtes manuelles. Ici, on n'a que la boîte manuelle. Alors, la Civic SI est condamnée à rester une voiture de niche, mais si tu veux mon avis, c'est parfait comme ça. Exact. Et côté prix, c'est évidemment la Civic SI la plus chère de l'histoire, sauf que si on compare à ce qu'on vient de conduire, c'est une aubaine. Bien, une aubaine. C'est 2100 $ de moins que la version hatchback qu'on vient de conduire, qui a un peu plus d'équipement de série, là, le cuir, un petit peu plus d'accessoires au niveau de la sécurité. Et ça, t'en veux pas parce que les accessoires de sécurité chez Honda, c'est tellement intrusif que moi, j'en veux pas, là, honnêtement. Mais je trouve qu'à 35 000 $ transport préparation inclus, cette voiture-là en offre pour ton argent. C'est rare aujourd'hui les voitures qui sont capables de t'offrir un plaisir de conduire assez intéressant dans cette fourchette de prix-là. Et la Civic SI, selon moi, le fait très bien. Tes impressions, Gabriel?
Ben écoute, je te dirais que pour ce qui est du comportement routier, celui du modèle 5 portes, mais aussi celui de la berline, parce qu'on a eu l'occasion de l'essayer précédemment, c'est tout à fait très correct. Mais je te dirais que j'étais vraiment séduit par la dynamique, les performances du modèle SI, la puissance de son moteur, la précision du levier de vitesse aussi, la dynamique de son châssis. Ouais. Et ça augure bien pour la Civic que j'ai vraiment hâte d'essayer, le modèle le plus performant, la Type R, à plus de 300 chevaux, on sait que ça s'en vient. Et pour ce qui est des points faibles, bien évidemment, l'échelle de prix qui a connu une hausse spectaculaire au cours des 2 dernières années, finalement. Ouais. De mon côté, j'aime beaucoup l'aménagement intérieur de la nouvelle Civic. Plus spacieux, mieux insonorisé, ergonomie qui est géniale, surtout par rapport à l'ancienne génération que j'aimais pas. J'aime aussi le fait que sous le capot de la SI, on dit que c'est 200 chevaux, mais c'est une belle surprise. On sait que c'est plus que ça et ça se sent quand on la conduit. Et la version hatchback, c'est nettement mieux qu'avant. Tant pour le côté design que pour l'aménagement, je trouve que c'est rafraîchissant, cette version-là spécifiquement. Mais le match parfait, ce serait pas justement un modèle à 5 portes SI? Tellement. C'est la Civic de prédilection qui n'existe pas encore, malheureusement. Arrivera, comme tu le disais, la Type R, mais pour moi, une SI hatchback. Pour nous remémorer aussi les bonnes années de la Civic SI, ça serait l'idéal. Et ça va arriver, mais du côté de chez Acura, avec l'Acura Integra. Alors ça, c'est peut-être le point qui me déçoit. Autre bonne nouvelle, Honda a finalement confirmé le retour de la Civic hybride. C'est un modèle qui manquait à la gamme. On ne sait pas exactement quand ça va arriver, mais au moins, on sait que ça s'en vient. Et ta note, ça serait quoi? Écoute, pour la dynamique de la SI surtout, moi, j'irais avec une note de 9 facilement. 9, c'est ma note également. Comment déjouer les vols électroniques? Les vols concernent souvent les véhicules récents avec clé intelligente. Pour déjouer les malfaiteurs, insérez la clé dans un étui qui bloque les fréquences radio ou dans une boîte métallique avec couvercle. Rangez aussi la clé loin des fenêtres et des portes extérieures. Restez connectés sur l'actualité automobile grâce au blog Autogo. Chaque semaine, 5 nouveaux articles rédigés par les spécialistes du Guide de l'auto sont mis en ligne pour que vous soyez au fait de tout ce qui se passe dans l'univers automobile québécois. Retrouvez un article en vedette sur la page d'accueil ou visitez directement le blog via l'entête du site Web. On répond aujourd'hui à la question de Claude qui souhaite remplacer sa fourgonnette Chrysler Town & Country 2012 par un nouveau VUS spacieux et confortable et visiblement luxueux, puisqu'on hésite entre le Buick Enclave Avenir et le nouvel Infiniti QX60 dans son édition autographe, modèle qui a été entièrement redessiné pour 2022. D'abord, du côté de chez Buick, bien, savoir que ce véhicule-là a été lancé sur le marché il y a maintenant 5 ans. On a effectivement apporté quelques petites retouches esthétiques cette année, mais ça demeure essentiellement le même véhicule. Un véhicule qui a l'avantage d'être plus spacieux que la grande majorité de ses rivaux, plus de 600 litres de volume cargo supplémentaire par rapport à Infiniti, alors c'est quand même pas rien. Il faut dire que l'habitacle a un aménagement qui diffère également. On a 2 sièges capitaines à la 2e rangée, alors que chez Infiniti, c'est une banquette 3 places. Véhicule qui est très confortable, qui est très watté au niveau de son comportement routier, bien insonorisé également, et on retrouve aussi un bon moteur V6, un moteur éprouvé. Maintenant, c'est un véhicule plus gros, plus lourd, on le sent sur la route. L'impact est évidemment au niveau du comportement routier. La tenue de route, la maniabilité, ce n'est pas le point fort de ce véhicule-là. Il faut dire qu'on a aussi un rouage intégral qui est décevant dans sa conception. Il faut d'ailleurs l'activer manuellement au moyen d'un bouton sur la planche de bord, ce qui n'est pas le cas chez l'ensemble de la compétition. Alors ça, c'est le point décevant. Et bien sûr, comme c'est un véhicule plus lourd, bien, ça consomme davantage, facilement 10 % de plus que du côté de chez Infiniti. Maintenant, l'Infiniti QX60, tout nouveau, tout beau, véhicule beaucoup plus moderne, plus contemporain, comportement routier qui est certainement plus intéressant, bien que ce ne soit pas un véhicule passionnant à conduire. Ça n'a jamais été le cas avec le QX60 d'ailleurs. On a ajouté cette année une boîte automatique à 9 rapports qui remplace la défunte CVT. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais au niveau du comportement, ça demeure un véhicule assez générique. Plus compact au niveau de l'habitacle, moins d'espace, mais c'est plus maniable comme véhicule et c'est surtout plus
plus moderne. On prend place à bord, on a l'impression d'un véhicule plus luxueux, avec davantage d'équipement, bien que ce ne soit pas nécessairement le cas, mais la présentation est certainement plus inspirante. Qualité de fabrication, elle surprend, il faut le dire. Pas de crattement, pas de bruit de caisse, on a amélioré l'insonorisation. Consommation d'essence qui est très raisonnable pour une moyenne combinée autour de 11 litres au 100, alors ça, c'est bien. Et on a évidemment un rouage intégral un peu plus performant que du côté de chez Buick. Par contre, ce qu'on ne sait pas chez Infiniti, c'est la fiabilité. On sait que le modèle de précédente génération a connu de sérieux problèmes dans le passé. Alors, est-ce que ces problèmes-là seront réglés avec la nouvelle génération? Difficile à dire pour le moment. C'est le gros point d'interrogation. Évidemment, l'autre problème, peut-être en ce qui vous concerne, c'est l'espace cargo qui n'est évidemment pas le même que ce que vous allez retrouver du côté de chez Buick. Personnellement, je vous dirigerais davantage du côté d'Infiniti, qui est un véhicule plus moderne, plus inspirant, plus économique à la pompe aussi, en espérant que le volume cargo vous convienne. Mais je me permets de vous proposer une troisième option qui, pour moi, serait plus intéressante que les deux véhicules qu'on a ici. C'est l'Acura MDX 2022, un véhicule qui a un super rouage intégral, qui a une bonne mécanique, qui est beaucoup plus inspirant à conduire, mais qui, en même temps, va vous offrir un niveau de confort franchement surprenant, avec beaucoup de technologie et qui, sur le long terme, risque d'être un véhicule également très fiable. Cette émission vous a été présentée en collaboration avec autogo.ca. La semaine prochaine à l'émission, l'essai du Jeep Grand Wagoneer 2022, un comparatif entre les versions hybrides des Honda Accord et Toyota Camry et un retour sur l'histoire de la Chevrolet Bolt.